Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Décidément, les députés de la majorité ont un don particulier pour pourrir leurs propres projets. Alors que l'Assemblée planche en ce moment en commission sur le très explosif texte sur les supposés séparatismes qui gangrèneraient notre beau pacte républicain, voilà que les élus En Marche, censés tenir un front uni sur une loi compliquée à porter, se retrouvent à s'engueuler par voie de presse, réussissant l'exploit, en ressuscitant les pénibles débats sur le voile et sa place dans l'espace public, d'amener la discussion exactement là où les pouvoirs publics prétendaient vouloir ne pas aller, prouvant bel et bien que ce texte vise avant tout une religion et ses pratiquants. Au-delà de ce nouvel exemple de l'incapacité des LREM à incarner une ligne claire, on peut aussi y voir un symbole supplémentaire du délitement de cette majorité née presque par hasard, dont 4 ans plus tard il ne reste surtout que des déceptions, des blessures d'ego et des divisions. Pourtant au début, ils y croyaient. Alors comment ont-ils perdu la foi ? C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Cette décrépitude, c'est le sujet d'un livre qui sort chez Plomb. Il s'intitule Tout ça pour ça, co-signé par une consoeur et un confrère, Nejma Brahim de Mediapart et Wally Bordas du Figaro. C'est ce dernier qui est aujourd'hui notre invité et à qui j'ai demandé de nous remettre en tête à quel point, au printemps 2017, c'est une étonnante assemblée fraîchement élue qui a pris ses quartiers au Palais Bourbon. Ouais, c'est vrai que c'était assez incroyable, assez exceptionnel, puisque sur les 577 nouveaux députés qui arrivent à l'Assemblée nationale, il y en a 400 qui n'ont jamais siégé dans l'hémicycle, il y en a 200 qui n'ont jamais eu aucune expérience élective. La plupart, ils sont issus de la société civile, ils sont dans les rangs de La République En Marche, et puis ils débarquent à l'Assemblée nationale, ils connaissent rien. Ils savent même pas ce qu'est un amendement, ils savent pas comment on vote une loi, ils savent pas ce qu'est un rappel à l'ordre, ils savent pas ce qu'est le Conseil d'État. Et puis ils débarquent, ils doivent changer le pays. Et on l'explique par le moyen qui est la commission d'investiture de La République En Marche, qui est un nouveau parti dans le sillage de Emmanuel Macron, de sa candidature à la présidentielle, et qui va devoir trouver des gens pour devenir candidat, pour devenir député. Et donc, cette commission d'investiture qui va recevoir un nombre assez incroyable de candidatures de gens issus de la société civile qui s'engagent politiquement pour la toute première fois, qui n'ont jamais eu d'expérience auparavant, qui sont motivés, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de changer le pays. Et cette commission, elle va être composée de jeunes aussi qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Je pense notamment à Ambroise Méjean, qui va être l'une des personnes qui va faire passer des entretiens aux députés, qui à l'époque avait tout juste 20 ans, était diplômé d'une grande école. Pierre Persson, pareil, cofondateur du mouvement Les Jeunes avec Macron, qui est la cheville ouvrière de cette commission d'investiture, et qui est tout jeune aussi, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et en fait, ils vont faire passer des entretiens à des personnes qui parfois ont plus d'expérience qu'elles-mêmes. Et donc, ça peut évidemment occasionner des erreurs de casting, et ça, on en parle largement dans notre livre. Ça peut occasionner des gens qui n'ont pas du tout conscience de ce qu'est la fonction de député. Et donc, c'est assez marrant, c'est assez drôle finalement, puisque on a des anecdotes dans le livre avec Pierre Persson qui nous raconte justement que un tout jeune du mouvement Les Jeunes avec Macron qui fait passer un entretien à Cazenave, qui était le patron de chez Bouygues, par exemple, ce qui est assez incroyable, pour devenir député. Ce qui, là, moi aussi, m'a beaucoup marqué, c'est l'espèce de regard un peu surplombant que posent sur cette nouvelle majorité les survivants des précédentes législatures, qui sont plus très nombreux. Ils sont plusieurs à s'exprimer dans le livre, et la manière dont ils vont la traiter. C'est-à-dire qu'il y a une forme de bizutage qui s'installe très clairement au début de leur arrivée à l'Assemblée. Il y a un vrai bizutage. Il n'est pas forcément d'ailleurs malveillant. Et il n'est pas forcément mal vécu par ces jeunes députés. Voilà, il y a des anciens, on peut dire, comme Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs n'était pas député, mais qui a une grande expérience politique. Des anciens aussi, même chez la République En Marche, et qui vont en effet faire subir certaines moqueries, certains quolibets à ces jeunes nouveaux, qui vont leur faire comprendre aussi qu'ils ne sont pas au niveau et qu'il va falloir travailler, cravacher pour y arriver, et qui vont leur faire
subir certaines déconvenues, on va dire. Moi, je pense par exemple au tout début avec l'élection des questeurs, où il y a un petit couac à cause de l'inexpérience des nouveaux, et où les plus expérimentés leur ont fait comprendre qu'ils avaient fait une grave erreur, sont montés au créneau extrêmement rapidement. Et les nouveaux se sont dit, mais où est-ce qu'on est tombé? Et ça, c'est assez rigolo. Oui, parce que ça met aussi en lumière, effectivement, tout le côté, j'allais dire ringard, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas très poussiéreux de plein d'usages de l'Assemblée, parce qu'effectivement, sur la question des questeurs, c'est que l'usage, la tradition veut que la majorité laisse une place de questeurs, qui sont donc les personnes qui gèrent les finances de l'Assemblée, à l'opposition. Et là, ça n'a pas été le cas, parce que c'était un LR Macron-compatible qui avait été élu, en l'occurrence Thierry Solère. Il y a tous ces usages, tous ces pratiques un peu vieillottes, ils se les prennent en pleine face, et ils se prennent aussi, surtout, c'est une des histoires du livre, en gros, leur incapacité à faire bouger, ne serait-ce que l'Assemblée nationale. Et là, ce qui est marrant, oui, c'est sur les vieilles traditions. Finalement, ils arrivent à l'Assemblée, eux, ils sont tout nouveaux, ils se prennent en photo dans l'hémicycle, des petits selfies pour pouvoir... Ce qui est interdit. Ce qui est interdit, pour pouvoir envoyer des messages sur Twitter. Ils boivent ils ont une bouteille d'eau, ils ont amené leurs petits bonbons. Et puis finalement, en fait, tout ça, c'est interdit. Ils se font la bise dans l'hémicycle, c'est interdit. Tout ça est complètement interdit. Et en effet, ils arrivent, ils veulent changer les choses. Et ils ont réussi à changer certaines choses. Mais c'est très compliqué de dépoussiérer finalement une institution qui est très ancienne, où d'ailleurs, on en parle dans notre enquête, il y a des garants de cette institution qui sont les fonctionnaires de l'Assemblée nationale et qui font tout aussi pour que la marche habituelle de l'hémicycle continue à être telle qu'elle était auparavant, et qui d'ailleurs, eux, ont été surpris de voir arriver un tas de nouveaux comme ça, qui d'ailleurs, voilà, une petite anecdote en passant, ces nouveaux qui ont eu un présentéisme assez incroyable par rapport aux précédentes législatures, qui étaient tous motivés, parce que il y a aussi une chose, c'est que ce quinquennat et cette législature, c'est la première après la suppression du cumul des mandats. Et donc, c'est la première fois que des députés sont députés à 100%. Avant, il y avait les députés maires, etc. Là, c'est des députés qui arrivent, qui doivent uniquement voter la loi et puis travailler en circonscription. Et donc, en fait, ils inventent une nouvelle fonction, un nouveau rôle de député qui n'était pas celui qui existait auparavant, puisqu'énormément des anciens parlementaires étaient également maires, et qui donc doivent être mis au travail. Donc au début, il y a eu beaucoup de missions d'information qui ont été demandées pour les occuper, pour pas qu'ils... Ça, c'est terrible, ça. C'est terrible de voir effectivement qu'on est obligé de leur donner des trucs à faire, parce que sinon, ils n'ont pas grand-chose à faire au début. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, en plus, ils arrivent... ils connaissent pas la circonscription, ils connaissent pas du tout, parce qu'avant, les élus qui étaient élus à l'Assemblée nationale, ils avaient eu toute une carrière politique auparavant. Ils avaient été maires, ils avaient été conseillers régionaux, ils avaient fait plein de choses, ils avaient participé à plusieurs élections, ils étaient connus des électeurs et des élus locaux. Là, ils arrivent, ils connaissent rien à leur circonscription quasiment, ils se font bisuter par les maires de celle-ci, et donc ils sont un peu pas les bienvenus chez eux. Donc en fait, à l'Assemblée nationale, il faut leur donner du travail, il faut leur donner des missions, il faut leur montrer qu'ils sont importants aussi, parce que chacun a son petit ego, a besoin d'avoir sa place, a besoin d'avoir de la considération. Et donc ça, LREM au début a été très attentif à ce que chacun ait l'impression en tout cas d'avoir des responsabilités. Oui, c'est plus une impression, parce qu'effectivement il y a un membre du gouvernement, je crois, qui est cité disant on a calé pas mal d'armoires avec les rapports qu'on a reçus de l'Assemblée. À quel moment, en gros, leur ambition réformatrice se fracasse sur la réalité de l'incapacité qu'ils ont, eux, à faire changer les institutions, et l'incapacité que l'institution a à changer? Nous, on a commencé rapidement à sentir ce désenchantement, ces désillusions. On a commencé à écrire notre livre, enfin en tout cas on a commencé à faire nos rencontres à peu près 1 an et demi après le début de la législature. Et tout de suite, on a rencontré des députés désenchantés, des députés de la majorité qui se sentaient mal, se sentaient peu considérés, se sentaient
en difficulté dans cette majorité pléthorique et faisaient déjà, à ce moment-là, le constat de leur incapacité à changer les choses. Et déjà, nous disaient qu'ils se sentaient plus très bien dans ce groupe, plus très bien dans ce parti, plus très bien dans cette majorité. Et on l'a constaté par la suite, puisqu'en fait, c'était des élus qui étaient encore dans le groupe, hein, qui étaient encore fidèles à Emmanuel Macron, fidèles à la promesse originelle d'En Marche, et qui finalement, plusieurs mois après nos rencontres avec eux, ont fini par quitter le groupe. Et ça nous a énormément étonnés. C'est le nombre d'élus qu'on a rencontrés qui, à l'époque, étaient dans le groupe et qui en sont finalement sortis aujourd'hui. Alors il y en a qui sont une majorité, qui avaient des ambitions sur le point de vue écologique, qui n'ont pas, selon eux, été écoutés par le président Emmanuel Macron et le gouvernement. Il y en a d'autres qu'on pouvait appeler, qualifiés d'aile gauche de cette majorité, qui ont finalement décidé de la quitter parce qu'ils estimaient que le gouvernement ne penchait pas assez à gauche, ou plutôt penchait trop à droite. Et il y en a d'autres qui sont exactement sur la ligne de ce gouvernement, et c'est eux les plus intéressants finalement, parce que ils ont quitté le parti pour des raisons très différentes les uns des autres. Il y en a qui critiquent le fait que LREM soit un parti d'apparatchik, où les responsabilités ne sont données que à ceux ayant déjà eu une expérience auparavant ou étant visibles sur les plateaux de télévision. Il y en a qui critiquent le fait d'être utilisé finalement par le président de la République, l'exécutif, pour lever la main, appuyer sur le bouton, voter et faire aide de permanence les nuits, et finalement ne servir qu'à voter et qu'à être des godillots, comme ils ont souvent été qualifiés. Et peut-être aussi parce qu'ils ont découvert, là où ils pensaient avoir affaire à un mouvement très horizontal, un fonctionnement très vertical, au contraire, voire extrêmement vertical. Ouais. De toute façon, ça c'est le gros constat finalement. Toutes les décisions viennent d'en haut. Il y a eu finalement que très peu de propositions de loi issues de députés de la majorité qui ont pu être votées. Ça, c'est une plainte qui est revenue énormément. C'est que souvent, c'était des projets de loi donc mis en place par l'exécutif et donnés à des députés. On a vu même au fil des chiffres qu'on a pu observer un nombre d'amendements assez exceptionnel au fil du quinquennat, proposés par des députés de la majorité parce qu'ils avaient envie de proposer, envie de participer, et qui finalement n'étaient pas votés ou étaient refusés, en tout cas par la majorité. Au tout début de l'année 2020, avant qu'on plonge dans la crise du Covid, qui a donc forcément rebattu les cartes très fortement, l'un des gros sujets d'actualité, en tout cas de l'actualité politique française, c'était justement l'explosion en cours chez LREM, et le fait que chaque semaine on apprenait que tel député quittait le groupe pour soit en rejoindre un autre, soit siéger avec les indépendants. Entre-temps, évidemment, il y a eu la crise. Où est-ce qu'on en est, un peu plus d'un an plus tard, de l'état de cette majorité qui, bon, certes, a affronté depuis une crise sanitaire, mais qui n'a pas pour autant pensé toutes ses plaies? C'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes. Déjà, il y a eu pendant tout le long de la législature, au fur et à mesure, un député par-ci, un député par-là qui quittait la majorité. Ensuite, avec une accélération autour des municipales, en gros. Avec une accélération autour des municipales, et notamment au moment de la réforme des retraites aussi, où plusieurs députés ont vraiment exécré le fait que le gouvernement ait affaire au 49.3. Donc ça a valu quelques départs semaine après semaine. Et puis il y a eu aussi l'après-Covid, ou le pendant-Covid, l'après-première vague, on va dire, avec Aurélien Taché et ses troupes, j'ai envie de dire, qui ont quitté également le parti et le groupe parlementaire, et aussi certains députés plutôt proches de l'UDI et de Agir, qui ont quitté le parti pour rejoindre un nouveau groupe parlementaire qui s'appelle maintenant Agir, du coup. Mais finalement, ça n'a pas tant que ça fragilisé la majorité, puisque ce groupe Agir est plutôt venu la renforcer. Enfin, sans renforcer le groupe majoritaire et en l'affaiblissant, à renforcer la majorité, parce qu'ils votent la plupart des textes qui sont proposés par le gouvernement. Et finalement, le groupe proposé par Aurélien Taché, Mathieu Orphelin, Paola Fortezza, n'a pas tenu, n'existe plus aujourd'hui, et chacun est dans son coin en non inscrit. Aujourd'hui,
On en est là. Il y a encore certains députés qui parlent de quitter le groupe. On verra ce qu'il en sera dans les mois qui viennent, mais c'est vrai que le Covid a un petit peu ralenti tout ça. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est de voir dans un peu plus d'1 an, dans 18 mois à peu près, au printemps 2022, une fois les élections législatives passées, ce qu'il en restera de cette majorité. Est-ce que ce sera un moment unique dans l'histoire de la Ve République, ou est-ce qu'il y aura un héritage dans la prochaine législature? Ouais, ça va être difficile, et ça va finalement dépendre de la capacité ou non d'Emmanuel Macron à être réélu. Ça sera un petit, parce qu'on sait très bien que les législatives, suivant de très près la présidentielle, les députés élus sont souvent issus du parti du président élu. Donc c'est vrai que ces députés, aujourd'hui, n'ont pas leur avenir entre leurs mains et doivent plutôt espérer une victoire d'Emmanuel Macron pour pouvoir être réélu. Mais on l'a vu, ça va être très compliqué, puisque les dernières élections, notamment les élections municipales, ont été une véritable hécatombe du côté de la majorité. Finalement, c'est une des leçons du livre aussi. Peut-être que la première réforme à mener, c'est de décorréler ces deux élections, la présidentielle et la législative, que la réforme du quinquennat a collé l'une à l'autre, et qui desservent peut-être aussi la capacité de l'Assemblée à être un peu plus indépendante de l'exécutif. C'est quelque chose qui est très souvent revenu, notamment quand on parlait aux oppositions de droite ou de gauche, qui nous disaient, en fait, depuis le début de cette législature, mais aussi dans les précédentes, on n'a eu que du mépris. Du mépris pour les oppositions. On a été en minorité depuis le début, on n'a pas été écouté, on n'a pas eu la possibilité de donner notre parole, on est extrêmement déçus, on a l'impression de servir à rien, d'être inutile. Donc oui, même les chercheurs, les politologues, etc., qu'on a rencontrés, nous disent que, effectivement, cette corrélation entre présidentielle et législative, forcément, peut nuire à l'émulation que pourrait avoir l'Assemblée nationale dans une assemblée un peu moins hégémonique. Et le livre de notre invité, co-signé avec Nejma Brahim, il s'appelle Tout ça pour ça, ça sort chez Plomb et c'est dispo en librairie dès le 21 janvier. Merci à Wally Bordas pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.